Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va terminer la deuxième partie du cours de la physiopathologie de l'hypertension intracrânienne qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine. Il a répondu à la vidéo de Anjam et habas la première partie dont les altérations de la circulation de liquide cérébrospinal. Donc, ce sont des troubles de la circulation et troubles de résorption, soit on a le problème de la circulation de l'LCR après la fabrication dans les ventricules par les plexus choroïdes, elle va acheminer vers les autres espaces, ou le problème dans les résorptions et l'élimination et l'absorption. D'accord? La circulation de l'LCR est endommagée par un blocage partiel ou complet des voies d'écoulement, liées aux ventricules cérébraux liquidiens responsables d'une hydrocéphalie obstructive. Donc les ventricules vraiment sont obstrués par plusieurs étiologies. Les HBAF, maintenant par exemple, il y a un kyste, un tumeur, probablement il y a un problème qui touche les ventricules, comme une malformation congénitale, un hématome. Donc toutes ces étiologies vont permettre l'obstruction du ventricule et va donner l'accumulation de l'LCR dans la région d'écoulement TAO, donc elle va donner l'hydrocéphalie obstructive. C'est donc l'hydrocéphalie, c'est l'accumulation de l'LCR au niveau des ventricules et obstructive par l'étiologie. Le trouble de résorption de l'LCR peut être lié à une altération du système transvésositaire ou une augmentation de la pression veineuse sinusitienne qui sont responsables pour la résorption de l'LCR. Vraiment, il y a une altération dans sa structure, donc une altération de leur fonction physiologique qui est responsable pour la résorption. Donc, on a toujours l'accumulation de l'LCR. Quatrièmement, en augmentation du volume sanguin cérébral, le volume sanguin cérébral peut augmenter aux dépens du compartiment artériel et veineux, les deux. D'accord, la poussée d'hypertension artérielle systémique donc augmente le volume dans les gros vaisseaux de la base malgré les mécanismes de régulation. Donc on a la première partie, les mécanismes de régulation, donc l'adaptation vasculaire par exemple soit une vasoconstriction ou une vasodilatation. Malgré tout ça, lorsque on a une hypertension artérielle systémique vraiment gênante, elle va altérer les mécanismes de régulation et va donner des troubles. Aussi l'altération du mécanisme de résistance cérébro-vasculaire, la vasoconstriction et la vasodilatation dans les artérioles par dépassement de l'autorégulation. Comme une HTA vraiment gênante, va donner une altération des résistances cérébrovasculaires constitue le point de départ d'un œdème vasogénique, là dans la première partie, qui permet le passage des molécules plasmatiques, issues du militaire, les protéines, mais le compartiment vasculaire vers le tissu cérébral, passant par le barrière hématoencéphalique qui est vraiment altérée et leurs cellules endothéliales vraiment endommagées. Troisième des choses, on a l'altération du drainage veineux qui est responsable pour la résorption de l'LCR, induit une réduction de la résorption de l'LCR et va donner à la fin une stase veineuse. Donc leur mécanisme physiopathologique, le stase veineuse, donc une arrêt marche les liquides dans le système veineux, donc le flux vraiment sanguin veineux est vraiment altéré. Cette situation vraiment elle est semblable avec l'état des varices ou l'état de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs. Donc elle va donner le stase veineuse. Puis on a les conséquences de l'hypertension intracrânienne. Les conséquences biomécaniques, il s'agit de déformations par engagement à travers des orifices séparant les compartiments des espaces crânio-rachidiens. Donc comme je vous la photo, ces engagements ou les hernies cérébraux sont déterminés par l'existence d'un gradient de pression de part et de l'autre, des cloisons durales rigides séparant les compartiments. Les hernies cérébrales, vraiment l'état pathologique, une production par
on appelle ça le phénomène de l'engagement, d'accord? Cet engagement, elle va déplacer de façon anormale les différentes structures et les compartiments de l'espace crânio-rachidien. D'accord? Quelques types ou quelques exemples sont donnés vraiment pour comprendre cet engagement. On a les loges hémisphériques. On prend un exemple, c'est l'hernie singulaire. Donc l'hernie singulaire permettait le passage ou le déplacement de gyrus singulaire. D'accord? Quand vous voyez dans cette image, le gyrus singulaire راح يفوت à travers la faute du cerveau. Donc, les sarcophages le faux du cerveau, c'est une structure vraiment dynamique rapide. راح نهضروا عن le faux du cerveau et aussi راح نهضروا عن le teint du cerveau. Ce sont deux structures anatomiques qui sont proviennent de la dure mère qui est située à l'extérieur des méninges. D'accord, leur fonction physiologique est permettait division, comment on dit, la division verticale des hémisphères cérébraux. De façon verticale, les hémisphères cérébraux, droite et gauche, et va donner une stabilité structurale à la fin du cerveau. D'accord, c'est le type de l'hernie singulaire. On a aussi l'hernie temporale, ou nommé aussi par l'hernie de l'Ancus. Donc, on a un déplacement, tu as le lobe temporel interne, d'accord, qui est situé à l'intérieur du cerveau, d'accord, à travers la tête du cerveau. Donc, la tête du cerveau, comme le faux du cerveau, ce sont des structures anatomiques proviennent bien sûr de la dure mère, donc la partie le plus rigide, mais vraiment leur fonction elle est différente comparément au faux de mère. Donc, elle va donner une séparation entre les compartiments ou la partie supérieure du cerveau et aussi et les compartiments qui sont situés à la base du cerveau qui est le cervelet. Donc elle va séparer de façon horizontale, les parties supérieures du cerveau. Tu dois facilement, je ne trouve pas les détails, je me douche, d'accord, parce que les détails, donc en quatrième année, au module de neurologie, d'accord, on séparer les parties supérieures du cerveau et les compartiments qui sont situés à la base du cerveau et les homas, bien sûr, le cervelet, d'accord. Aussi la fosse cérébrale postérieure, on trouve l'hernie à travers de la foramen de Manon, qui c'est un déplacement du cervelet vers aucune des autres structures. N'a par le grand orifice, le foramen du manum, à la base du crâne. Donc, en général, l'engagement, elle va faire une grande déformation structurale du cerveau, qui est donc déformation structurale, donc déformation fonctionnelle aussi. Aussi, pour le canal rachidien, va donner l'hernie centrale transtorielle, donc qui est vraiment un déplacement des structures cérébraux vers le tentorium, qui est comme une définition, c'est vraiment c'est une structure aussi de la dure mère. Et va séparer aussi les parties supérieures du cerveau à des parties qui sont situées à la base du cerveau comme le cervelet. D'accord, j'ai صرنا قلنا باللي راح تصل un engagement à travers du tentorium, donc déplacement comme le cervelet, puis راح تصل une cloison durale horizontale qui va faire à la fin l'engagement et va compresser le tronc cérébral. Les gravités. Ces hernies cérébrales induisent une souffrance par compression des structures de voisinage que ce soit le parenchyme, les nerfs crâniens, d'accord, et la détorsion des vaisseaux. Toutes les structures sont touchées. Donc c'est une image récapitulative les engagements. Donc, une état clinique très important de concentrer sur tel vraiment à la clinique, c'est le dème papillaire.
Donc, c'est une conséquence d'un trouble de circulation de l'LCR dans les espaces sous-arachnoïdiens entourant les nerfs optiques. Il y a une sectérosisation de cet espace, l'espace sous-arachnoïdien, lors du processus pathologique. هنا واش حاب يلحق لنا باللي lors une augmentation dans la pression intracrânienne, donc l'LCR donc est un engagement dans l'espace sous-arachnoïdien qui va donner une compression vraiment dans une compression du tissu cérébral, structures adjacentes. Parmi ces structures, c'est le nerf optique. Donc comment elle va développer un œdème papillaire? Elle va influencer le nerf optique qui va donner un gonflement spécifiquement dans le disque optique et sont vraiment observés dans l'examen de fond d'œil. C'est l'examen ophtalmologique. D'accord. Puis cette image ou ce schéma-là va récapituler tous les problèmes qui sont dus par l'hypertension intracrânienne. Donc, première des choses, on a le blocage des veines émissaires, va donner une stase locale et elle va donner une anoxie tessulaire. Comment? Donc, le stase veineuse, elle va faire une diminution du retour veineux. Donc, ce retour veineux, lorsqu'il est diminué, va faire comment on peut dire donc le sang oxygéné, donc le sang il n'est pas renouvelé, le sang désoxygéné il est accumulé au niveau de vaisseau. D'accord. Ce sang-là, lorsqu'il est accumulé, c'est un sang qui contient pas d'oxygène et contient les déchets métaboliques et le CO2, les tissus qui sont le voisinage ou la circulation. D'accord. راح تزيد les problèmes par la réduction de la perfusion tissulaire qui augmente la pression veineuse, donc elle va altérer la perfusion capillaire et donc les cellules ماش يلحقهم l'oxygène de façon correcte vraiment, et c'est le risque de l'anoxie à la fin tissulaire qui va donner l'œdème par la stagnation. Puis, deuxième des choses, on a l'augmentation de la résistance au flux sanguin. Donc, lors de l'augmentation de la résistance, vraiment, le débit cérébral est diminué, d'accord, le cerveau est souffrir, donc le cœur shahidir. Donc le système nerveux, elle va stimuler le centre bulbaire vasomoteur pour pomper plus du sang ou éjecter plus du sang le cœur vers le cerveau. Donc on a une augmentation de la tension artérielle qui va donner un œdème par les mécanismes précédents. D'accord, et par le mécanisme du secteur artériel. Troisième des choses, on a l'engagement par compression du tronc cérébral. Donc elle va donner une dépression cardio-respiratoire, une hypoxie, une hypercapnie et une vasodilatation artério-capillaire. Donc l'engagement du tronc cérébral, dans le tronc cérébral, les structures du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome qui est responsable pour la régulation de la fréquence respiratoire et de la fréquence cardiaque et aussi de la respiration en général. Donc le système nerveux autonome est touché, donc il y a une dépression cardio-respiratoire, une dépression cardiaque par une désrégulation de la fréquence cardiaque et aussi du contrôle du système respiratoire. Donc le poumon elle n'est pas travaillé bien comme il faut, donc comme des conséquences راح نلقوا une hypoxie, une hypercapnie, les poumons elle est en état de choc vraiment, et une vasodilatation artério-capillaire à la fin, et c'est une situation vraiment mortelle. Puis on a la compression artérielle, va donner une ischémie et un œdème cétotoxique. C'est facile. D'accord. Les conséquences hémodynamiques, une augmentation de la pression intracrânienne induit en l'absence de l'augmentation de la pression
artériel moyen, une baisse de la pression de perfusion crânienne. لأنه كما قلنا في la première partie, la pression intracrânienne où la pression de perfusion crânienne est égale la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne. Donc, lorsqu'on a une augmentation, là c'est la maths vraiment. Je change de couleur pour voir. Donc l'augmentation de la pression intracrânienne, elle va diminuer vraiment la pression de perfusion crânienne. Donc, afin de maintenir constant le débit sanguin cérébral, des mécanismes de régulation et de résistance cérébro-vasculaire vont intervenir. Donc la résistance va être l'hyperpression intratissulaire et la détorsion des vaisseaux plus importants compromettent le débit sanguin cérébral qui fondre lorsque la pression intracrânienne atteint le niveau de la pression artérielle. Donc la pression de perfusion crânienne est égale à 0. Donc une altération du débit sanguin cérébral fait par la distorsion des vaisseaux, qui est distorsion facilement et rapidement. C'est c'est un changement de la forme et aussi de la structure. Donc le changement de la forme et de la structure va donner un changement de fonction du vaisseau. Donc, ça fait une courbure anormale qui va modifier le trajet habituel du vaisseau. Donc cette distorsion va donner un élargissement, une dilatation vraiment excessive et en même temps peut donner un état contraire qui est le rétrécissement des vaisseaux sanguins qui va modifier les pressions et va donner des dégâts sur le débit sanguin cérébral. L'évolution de l'ischémie conduit à une anoxie locale puis diffuse, d'accord, touche tout le cortex cérébral. Le phénomène de Cushing, c'est une poussée d'hypertension artérielle périphérique provoquée par le décharge catécholaminergique d'origine centrale, secondaire à une ischémie de la partie haute du tronc cérébral. Donc le syndrome de Cushing est en relation. Donc tout simplement, le phénomène de Cushing, c'est un phénomène vraiment physiologique. Lors de l'augmentation de la pression intracrânienne, on a des réponses qui sont dues par le système circulatoire pour réguler l'état. D'accord, on a plusieurs réponses. On a les réponses vasculaires qui est donnée malgré la pression elle est augmentée. Donc il y a une vasoconstriction, le corps va donner une vasoconstriction des vaisseaux qui sont situés au niveau cérébral. Puis cette vasoconstriction, elle va faire une compensation de diminution de la pression et aussi pour ne donne pas l'anoxie tissulaire cérébrale et va donner les apports continus d'oxygène vers le cerveau. Aussi, on a l'augmentation de la pression. Ça a une augmentation de la pression artérielle systémique pour adapter plus de nutriments vers le cerveau. D'accord, il y a une augmentation pour donner le flux sanguin qui est vraiment correct et suffisant pour le cerveau. Et aussi, à la fin, on a le réflexe de bradycardie qui va donner une réponse cardiaque. Le cœur est ralenti le travail TAO. D'accord, pour donner plus du temps, elle va prolonger du temps du remplissage diastolique et cet ralentissement va favoriser le débit sanguin cérébral. D'accord. Quelles sont les conséquences cliniques? Vont de banales céphalées pour les formes compensées. On a une phase de compensation et phase de décompensation. Fait le courbe de longue vie. Les hadamnales fait la première partie. توصل حتى في l'état de décompensation vers le coma d'installation brutale
en cas de décompensation. Les signes de l'hypertension intracrânienne, les céphalées, les vomissements, les édèmes papillaires sont tous des réactions physiopathologiques. Les formes d'évolution lente, on a des troubles psychiques qui couchent de façon aiguë ou brutale. On a des troubles psychiques, le patient des obnubilations, vraiment des troubles cognitifs et la baisse de performance intellectuelle, et l'atteinte endocrinienne. Les signes d'engagement sont des troubles de conscience parce que les centres de conscience sont touchés par l'engagement, les troubles de tonus musculaire, pas de régulation par le système autonome, paralysie oculaire, d'accord, l'atteinte du réflexe du tronc cérébral, la neurologie, la sémiologie. Les signes d'ischémie, on a le coma, c'est dû par de l'anoxie vraiment grave du tissu cérébral, disparition du réflexe du tronc cérébral, comme le réflexe de la déglutition. Donc, comme vous savez, la déglutition, c'est le passage des aliments la bouche vers l'estomac, donc par les phénomènes de peristaltisme. Donc, lors de la déglutition, il y a la fermeture des espaces respiratoires, par exemple la fermeture de l'espace laryngé et aussi de la cavité nasale pour éviter tout problème respiratoire et le passage par une sécurité des aliments vers l'estomac. D'accord, des autres réflexes, on a le réflexe de la tour, on a aussi le réflexe vestibulo-oculaire qui permettait bien sûr les réponses automatiques du mouvement oculaire pour les réponses de position de la tête. Par exemple, la tête elle est à gauche et je vois une chose à droite. Donc, ce sont justement les réflexes vestibulo-oculaires. C'est une relation entre l'équilibre et les mouvements oculaires. Aussi, on trouve l'HTA, bien sûr, et les troubles respiratoires. Les troubles, la dépression cardio-respiratoire sont tous des signes cliniques qui sont en relation avec l'altération du système autonome que situé dans le cortex cérébral et pas de régulation vraiment. Et donc, les causes sont multiples. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et merci pour votre attention.